Il a déjà atteint zéro absolu. Mais le but, c'est de surpasser son maître, pas de l'égaler. Toujours. Et la théorie reprend un concept d'une fanfiction très connue, The Rise of Poseidon. Elle parle de zéro absolu négatif ou de flamme gelée. Une flamme gelée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est une température si basse, mais si incroyablement basse, qu'elle gèlerait les photons, la lumière elle-même. Carrément. On touche à de la physique théorique, quoi. Et ça se connecte à la mythologie. Le Verseau, c'est Ganymède, celui qui servait le nectar aux dieux. Les chansons des dieux. Exact. Eh bien, Yoga, le nouvel échanson, utiliserait ce froid ultime, non pas pour servir les dieux, mais pour geler et détruire leur calice, le symbole de leur immortalité. J'adore cette connexion. Et cette idée de devoir dépasser son maître, on va la retrouver chez les deux frères, Ikki et Shun, mais de manière radicalement opposée, je suppose. C'est exactement ça. Pour Ikki, la maison du lion lui est promise. Et c'est pas une supposition. Dans Next Dimension, Kaiser, le lion du XVIIIe siècle, Oui, le reconnaît comme le seul digne successeur. Il le dit même plus féroce qu'Aiolia. et il y a cette idée complètement folle à son sujet, tirée d'épisode G Assassin, non? Oui, et c'est peut-être la théorie la plus spectaculaire, une fusion entre l'armure divine du phénix et l'armure d'or du lion. Ce qui créerait... Le lion immortel, un guerrier qui aurait la résistance de l'or et la résurrection infinie du phénix. C'est une idée incroyable, mais ça le rendrait pas beaucoup trop puissant. Enfin, où est le danger si la mort n'est plus une menace? C'est la question. Mais face à Zeus, peut-être qu'un guerrier trop puissant, c'est ce qu'il faut. Le but serait plus de gagner un combat. Mais de devenir un problème sans solution? Voilà. Un adversaire que Zeus devrait tuer, encore, et encore, et encore, à l'infini. C'est une arme pour épuiser un dieu. Un cauchemar psychologique. Un cauchemar, oui. Et pour son frère Shun, le pacifiste, on est à l'opposé complet, le candidat évident pour la Vierge. Le candidat parfait. Son cosmos est décrit comme l'un des plus vastes, presque divin. C'est une conséquence de son passé de réceptacle d'Hadès. Mais il ne serait pas une simple copie de Shaka. Non. Là où Shaka méditait pour le nirvana, Shun, lui, méditerait pour maîtriser les ténèbres en lui. C'est un concept qui vient d'épisode G Requiem. Et son attaque, le trésor du ciel, elle changerait de but. Radicalement. Au lieu de priver les ennemis de leur sens, elle servirait à contaminer les dieux, Comment ça? à leur injecter le doute, la peur, l'empathie. En un mot, l'humanité. Il ramènerait les dieux au niveau des hommes. D'accord. Donc on a nos 5 héros, avec des destins tracés, des pouvoirs de dingue. Mais ça fait que 5 maisons. Il en reste 7. Et avec l'Amrésie, ils sont pas dispo tout de suite. Et c'est là que la théorie bascule dans quelque chose de plus inattendu. Athéna doit faire des choix moins orthodoxes, des choix qui relèvent de la rédemption. Elle va chercher ce que tout le monde a oublié. Les fameux chevaliers de bronze secondaires. On parle de Jabu, Ishii, Geki. Franchement, on les a à peine vus se battre. C'est dur à imaginer. On commence par qui? Par Jabu de la licorne, l'éternel rival de Seiya. La théorie l'associe à la maison du scorpion. Hein? Intéressant. Et c'est une justice poétique magnifique. Il est le miroir de Seiya. Si Seiya, le rebelle, a le Sagittaire, alors Jabu, dont la loyauté envers Saori est absolue, sans faille, hérite du Scorpion. Même après l'humiliation du cheval de Saori, Surtout après ça. Sa dévotion n'a jamais faibli. L'armure du Scorpion répondrait à ça. Son galop de la licorne deviendrait sa propre version de l'aiguille écarlate. une belle rédemption. Mais alors, la théorie suivante est encore plus savoureuse. Ishii, de l'hydre. Ah. Non mais franchement, Ishii, chevalier des poissons, c'est une blague. Ouais. La maison de la beauté, gardée par le chevalier le plus particulier. C'est une ironie presque cruelle, hein. Totalement dans le style de Kuromada. Imaginez Ishii, le combattant laid, grimaçant, succéder au magnifique Aphrodite. C'est ça. Mais derrière l'ironie, il y a une logique stratégique terrifiante. Les griffes d'Ishii sont déjà empoisonnées. En chevalier d'or, son pouvoir change d'échelle. Les roses diaboliques deviendraient des épines purulentes. Un venin capable avec le 7e sens d'infecter l'Icor, le sang des dieux. Il deviendrait une arme biologique contre l'Olympe. Voilà. C'est à la fois grotesque et génial. Ce qui est fascinant, c'est que c'est pas basé sur la puissance, mais sur des traits de caractère. La loyauté pour Jabu et une laideur qui devient une arme pour Ishii. Et les autres? Geki, Nashi, Ban... Même logique. On fait évoluer leurs compétences uniques. Geki de l'ours, c'est la force brute. Il tuait des ours à main nue quand même. Exact. En taureau, son grand cornement deviendrait une étreinte gravitationnelle.
Il utiliserait son cosmos pour créer une pression qui ferait imploser ses adversaires. Le mur du nouveau sanctuaire. Et Nakchi du Hu, hein? Son truc, c'était le système nerveux, non? Précisément. En Cancer, ça prendrait une dimension spirituelle. Son hurlement du loup deviendrait le hurlement des morts. Il invoquerait les âmes des mortels méprisés par l'Olympe pour les retourner contre les dieux. C'est d'une noirceur poétique. Ban du petit lion, on l'a jamais entendu parler, lui. Et c'est ça, sa force, le silence, la résistance passive. Il serait le chevalier du Capricorne, pas le plus flashy, mais le plus solide. La fondation sur laquelle on reconstruit. Une loyauté silencieuse, mais incassable. Ce qui est touchant là-dedans, c'est que ça donne une dignité à des personnages qu'on avait complètement zappés. C'est très Saint Seiya au fond. Même le plus faible peut devenir une étoile. Absolument, on a nos 5 légendes et nos 5 oubliés. Ça fait 10. Il reste 2 maisons, et pas les plus simples. Je pense aux Gémeaux, la plus instable. Pour cette maison, la théorie avance le nom le plus inattendu de tous. Une candidate que personne n'aurait pu prévoir, June du Caméléon. Attends, June, la compagne de Shun, mais elle disparaît complètement de l'histoire après les 12 maisons. Comment on justifie ça? Les Gémeaux, d'habitude, c'est une puissance écrasante. La théorie explique sa longue absence. Elle n'a pas disparu. Elle était en formation secrète et elle incarne parfaitement la dualité des Gémeaux, mais d'une nouvelle façon. Ah oui, d'un côté son masque, la répression des émotions, la femme chevalier qui doit renoncer à sa féminité, de l'autre son fouet, l'arme de la liberté, de l'action. Répression et viderté, la dualité est là. Exactement. Elle serait la première femme gardienne de cette maison et son rôle serait stratégique. Utiliser l'autre dimension, non pas pour attaquer, mais pour cacher les chevaliers, les soustraire au regard de Zeus. Une protectrice, pas une destructrice, c'est une relecture passionnante. Bon, il ne reste que la première maison, celle du bélier, et là, j'ai ma petite idée. Il n'a pas vraiment de suspense. Le 12e, celui sans qui littéralement rien de tout ça ne serait possible, c'est Kiki. C'est une évidence. C'est déjà plus ou moins canon dans Omega ou épisode G. Sa succession à Mu est logique, mais son importance ici est plus fondamentale encore. Plus qu'une simple succession. Elle est vitale. Il faut se souvenir. Contre Hadès, Thanatos a pulvérisé les 12 armures d'or en poussière. C'est vrai. Kiki est le seul être vivant qui sait comment les restaurer. Sans lui, pas d'armure d'or, pas de chevalier d'or, pas de défense. Sa mission, c'est de reforger les armes de la dernière guerre. D'accord, l'équipe est au complet, un mélange improbable de légendes et de laissés pour compte. La question, c'est pourquoi? Pourquoi Athéna a besoin de ces 12 chevaliers au complet? Pourquoi pas juste attendre que les 5 héros retrouvent la mémoire? Parce que le temps presse. Et parce que l'objectif n'est pas que défensif. La source révèle une raison finale, dévastatrice. Il s'agit de préparer une technique ultime. Qui surpasse l'exclamation d'Athéna? Qui surpasse même ça. On sait que 3 chevaliers d'or, c'est la puissance du Big Bang. On a vu les 12 réunis détruire le mur des lamentations avec une lumière solaire. On parle de cette puissance-là, mais concentrée en une seule attaque. Exactement. L'objectif final, contre Zeus. Mais, et c'est là toute la philosophie d'Athéna, le but ne serait pas de tuer son père. Elle veut briser ce cycle de violence. Ce tir cosmique ultime n'aurait pas pour but de détruire le corps de Zeus, Non. mais d'effacer sa divinité. De le rendre mortel. Précisément. Ce serait la solution la plus pacifique et la plus radicale. Plutôt que de remplacer un tyran par un autre, elle retire aux dieux leur pouvoir. Elle les ramène à une condition mortelle pour laisser enfin le monde en paix. Ce qui ressort de tout ça, c'est cette idée de rédemption, en fait. Les héros oubliés, les secondaires, deviennent la clé de la victoire. C'est la preuve que dans cet univers, la valeur d'un guerrier ne vient pas de son rang, mais de sa capacité à faire brûler son cosmos pour une cause juste. Le destin de Jabou, le courage de Seiya, le rôle de June, tout converge vers un seul point, la fin de l'âge des dieux. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question en suspens. Oui, si ces chevaliers, qu'on considérait comme faibles, peuvent atteindre le sommet, qui d'autre dans cet univers immense possède un potentiel encore caché? Quelle est la vraie mesure d'un héros au final? Son armure? Son rang? Ou la flamme de la cause pour laquelle il est prêt à mourir?